pas un 95? Il n'y a pas de 95. Musique dynamique. Alors, les amis, c'est aussi la 4e station-service où j'ai essayé de faire le plein d'essence en 1995, mais ça n'en faisait pas partie. Espérons que ce n'était qu'une panne temporaire. La crise du carburant a atteint Moscou, et les élites russes paniquent. Certains citoyens se rendent dans les stations-service pour découvrir qu'il n'y a plus du tout d'essence. Dans un pays autrefois connu comme la station-service avec des armes nucléaires, ils n'ont maintenant plus d'essence. Tout cela est dû aux sanctions ukrainiennes comme celle-ci. On dirait des images de synthèse tirées d'un film, mais c'est la réalité russe. C'était la raffinerie de Ryzon en Russie, située à environ 180 km, soit 120 miles au sud-est de Moscou. C'est l'une des plus grandes raffineries de Poutine, représentant environ 5% de la capacité de raffinage russe. Eh bien, devinez, l'Ukraine l'a frappé à nouveau il y a quelques jours. Et il semble que cette raffinerie va rester hors service pendant encore quelques mois. Voici quelques images des réseaux sociaux montrant cette raffinerie en train de brûler. Cela confirme la frappe ukrainienne. Avant de continuer, merci d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour suivre l'actualité géopolitique. Commençons maintenant. Bien sûr, ceci n'est que la dernière d'une longue liste de raffineries que l'Ukraine a frappées à l'intérieur de la Russie au cours des derniers mois. Votre écran affiche les graphiques des raffineries ukrainiennes frappées et les dates. Parce que certaines d'entre elles, comme celle de Raïjan dont nous venons de parler, ont été frappées plusieurs fois, et certaines jusqu'à 6 fois différentes, ce qui est complètement risible. Maintenant, cela a définitivement un impact énorme sur l'économie russe. Nous voyons déjà Poutine interdire l'exportation d'essence vers d'autres pays. Eh bien, il y a seulement 2 jours, Poutine a prolongé cette interdiction, et elle s'étend maintenant jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et en plus de cela, nous voyons les prix de l'essence, en gros augmenter jusqu'à 50% au cours des derniers mois, et le prix de l'essence à la pompe augmente également. Le gouvernement russe s'est surtout attaché à éviter que les citoyens ressentent pleinement les conséquences de la guerre. Voilà pour l'économie. Mais comment ces attaques affectent-elles les lignes de front? Eh bien, devinez quoi? Ce matin, j'ai eu le plaisir de parler directement au professeur Michael Clark et de lui poser cette question. Voici ce qu'il a dit. L'Ukraine pense avoir une stratégie pour gagner, et cela consiste à cibler la capacité de raffinage de pétrole de la Russie. Est-ce que cela fait une différence sur les lignes de front? Et si oui, à quel point cela change-t-il la donne? Nous avons tendance à exagérer, surtout chez les pro-ukrainiens. J'aimerais donc ton avis sur l'impact réel. Ils ont clairement réduit la capacité de raffinage ukrainienne de la Russie. Je veux dire, ils ont affecté entre 10 et 20% de cette capacité. C'est ce qu'a dit le Pentagone, ou du moins l'Amérique. C'est ce que dit la Maison-Blanche. 20%, je ne sais pas d'où vient ce chiffre, mais sûrement 10% ou plus. Donc cela l'a certainement affecté. Le prix de gros de l'essence, le prix de gros en Russie a augmenté de 55% depuis le début de cette année. Ça va encore augmenter, mais le prix de détail reste stable. Le prix de détail n'a augmenté que de 10 à 12%, car le gouvernement russe intervient pour le maintenir bas. Mais si le prix de gros augmente à ce rythme, cela va forcément se répercuter l'année prochaine. Et les Russes commencent à s'inquiéter sérieusement de cette situation, à tel point que, d'après ce que j'ai compris, et je précise que ce n'est que ma compréhension, les Russes font quelques ouvertures auprès des Ukrainiens. Nous cesserons de viser vos infrastructures énergétiques si vous arrêtez d'attaquer nos raffineries. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'il y a des gens qui pensent que c'est le cas. Et il serait logique que les Russes commencent à s'inquiéter sérieusement de l'impact de la campagne contre les raffineries de pétrole menées par les Ukrainiens sur leur économie intérieure. Votre question était, est-ce que cela affectera la ligne de front? La réponse est non, pas directement. Les Russes fourniront toujours le carburant à la ligne de front. Et la plupart de leurs véhicules fonctionnent au diesel, pas à l'essence, ce qui est évidemment un processus différent.
Et même s'il venait à manquer, ils s'assureront que la ligne de front en est suffisamment. Cela n'affectera pas directement l'approvisionnement en carburant russe, mais aura un impact économique certain. C'est suffisant pour inquiéter les Russes, et cela s'ajoute aux pressions. L'économie russe va traverser des périodes vraiment difficiles à partir de la fin de cette année et jusqu'à l'année prochaine. C'est pourquoi, si les sanctions étaient maintenues aussi fermement qu'elles l'ont été en 2022, 2023, elles auraient alors un impact bien plus important sur l'économie. C'est ironique, non? Les Américains envisagent d'assouplir les sanctions contre la Russie juste quand elles pourraient vraiment affecter le gouvernement russe. Et la campagne contre les raffineries de pétrole que mènent les Ukrainiens est réussie en soi, mais elle n'est efficace que de manière indirecte. Concernant la situation en Ukraine, Ces attaques montrent aussi quelque chose à quoi beaucoup de gens ne prêtent pas attention, à savoir l'échec ou le manque de la défense aérienne russe. Nous ne savons pas exactement ce qui empêche la Russie d'arrêter ses attaques, car encore une fois, la Russie ne publie pas tous les chiffres, ni tous les faits dont elle dispose, mais cela doit être l'une ou l'autre de ces raisons. Car les raffineries comme Rosan évoquées en début de vidéo sont protégées par par des défenses aériennes. L'Ukraine n'a pas trouvé de faille dans cette raffinerie. L'Ukraine a déjà frappé cette raffinerie, que la Russie protège car elle est cruciale pour son économie. Même ainsi, l'Ukraine la frappe à nouveau. Et cela a à voir avec les leurres ukrainiens et le brouillage des drones ukrainiens. L'Ukraine utilise des drones leurres et de reconnaissance pour obtenir des informations sur la façon d'éviter ou de détruire les défenses aériennes russes, puis cibler ce qu'ils veulent vraiment, les raffineries russes. Il y a aussi une stratégie beaucoup plus large derrière le fait de cibler uniquement les raffineries, et non, disons, les pétroliers ou les oléoducs autant. Bien sûr, l'Ukraine cible les oléoducs qui approvisionnent la Hongrie et la Serbie. Mais en dehors de cela, l'Ukraine ne cible pas vraiment les exportations que la Russie effectue. Et la raison à cela est malheureuse, mais simple, cela a à voir avec les États-Unis. Une chose est assez constante, peu importe qui est à la Maison-Blanche, c'est que les présidents américains et les consommateurs américains n'aiment pas cela, lorsque les prix du pétrole montent. Donc si l'Ukraine commence à cibler les pétroliers russes, le marché réagira de manière inattendue, et les prix devraient augmenter énormément. Et c'est un risque que l'Ukraine ne peut pas prendre, parce que cela énerverait les États-Unis, et l'Ukraine a quand même besoin des États-Unis pour repousser la Russie. Bien sûr, c'est malheureux, parce que l'Ukraine aurait un impact beaucoup plus important sur les lignes de front si elle pouvait s'attaquer aux exportations que la Russie réalise. Mais encore une fois, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et cela n'a rien à voir avec le président Trump, peu importe qui est à la Maison-Blanche. Ils ne veulent pas que les prix du pétrole augmentent. C'est aussi simple que ça. C'est exactement pourquoi l'Ukraine s'en prend aux raffineries. Parce que, encore une fois, il faut le rappeler à ceux qui ne le savent pas. La Russie exporte du pétrole brut vers d'autres pays, et ce brut est raffiné dans ces pays. Donc la Chine raffine le brut qu'elle importe, l'Inde le raffine, la Turquie le raffine, le Brésil le raffine. Mais les raffineries russes raffinent principalement le pétrole brut pour le marché intérieur. Et le fait que l'Ukraine s'attaque aux raffineries, cela signifie qu'il va y avoir une pénurie intérieure, ce que nous voyons déjà se produire. Regardez simplement cette falaise en Russie, où les gens font la queue sur des kilomètres juste pour faire le plein de leur voiture, ce qui est insensé. Bien que tout cela se passe, Poutine poursuit la guerre comme d'habitude, envoyant ses soldats à l'abattoir, et il fait traîner les négociations. La raison est simple, les dirigeants russes ne cherchent pas à préserver leurs citoyens. Ils les considèrent comme quelque chose qu'ils peuvent sacrifier. Ils ne les traitent pas comme des êtres humains. Eh bien, dans sa dernière manœuvre pour retarder les négociations, Poutine a invité le président Zelensky à venir à Moscou pour négocier un accord de paix. Eh bien, le président Zelensky a eu une réponse très intelligente pour lui. Voici ce qu'il a dit. En ce moment, 3 semaines après le sommet en Alaska, il n'y a toujours pas de rencontre entre vous et Poutine. Il a dit qu'il vous verrait si vous veniez à Moscou. Il peut venir à Kiev.
Vous savez, si une personne ne veut pas se rencontrer pendant la guerre, bien sûr, elle peut proposer quelque chose qui ne peut pas être acceptable pour moi ou pour d'autres. Mais c'est compréhensible. Je ne peux pas aller à Moscou dans ces conditions. Quand mon pays est sous les missiles, sous les attaques, chaque jour, je ne peux pas aller dans la capitale de ces terroristes. C'est compréhensible et il le sait. Dans la position simple, comme je l'ai dit, il doit venir à Kiev maintenant. Donc c'est compréhensible qu'il le fasse encore une fois pour reporter la réunion. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas faire confiance à Poutine. Il joue avec les États-Unis, je le pense. C'est mon avis. Même le président Trump se rend compte que Poutine ne veut pas vraiment la paix parce qu'il ne se soucie pas vraiment du nombre de personnes, du nombre de Russes qui meurent sur le front. Au final, Poutine échangerait bien plus de Russes pour contrôler l'Ukraine. C'est son objectif principal, peu importe comment il l'atteint. Pas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un autre point intéressant de Trump portait sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine si Poutine acceptait un cessez-le-feu ou une paix négociée. Eh bien, écoutons. Eh bien, nous allons les aider, mais nous voulons sauver beaucoup de vies, donc nous ferons quelque chose à ce sujet. Je pense que les gens s'attendent à ce que nous les aidions. Eh bien, l'Europe sera la première à intervenir, de loin, et ils veulent être les premiers, et ils veulent voir la fin de tout cela. L'Europe souhaite que tout cela cesse. Oui, et cela va finir soudainement, tout s'arrangera, vous verrez. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il peste les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites, plus que jamais. Je suis sûr que vous avez des questions sur comment démarrer et développer une chaîne. Nous recevons tout le temps des questions par email de la part de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de rassembler tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Donc, si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube, en cliquant sur le lien dans la description, ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran. J'en ai aussi discuté avec le professeur Clark. Parce qu'après tout, il est au Royaume-Uni, où la coalition des volontaires a été lancée, et ils ont eu beaucoup de réunions là-bas. Donc, je voulais voir, est-ce qu'ils font des progrès, ou est-ce que ce ne sont que des annonces qui s'enchaînent ? Alors écoutons ce qu'il avait à dire. Changeons un peu de sujet pour parler de la coalition des volontaires. Et pour moi personnellement, il semble qu'il y ait eu beaucoup d'annonces sur le niveau de soutien qu'ils sont prêts à fournir, mais moins de progrès. Et je ne veux pas paraître anti-européen, parce que notre président ici fait la même chose. Beaucoup de paroles, mais pas d'action. Voyez-vous cela ainsi à la coalition des volontaires, ou est-ce seulement moi ? Oui, non, la coalition des volontaires est une. C'est maintenant devenu une coalition de l'attente. Et c'est une coalition qui essaye de combler une sorte de vide entre les deux. Si les Européens avaient choisi de ne rien faire et de dire, écoutez, nous laisserons les États-Unis négocier un accord de paix ou un cessez-le-feu, puis nous réagirons. Les États-Unis, très sceptiques envers leurs partenaires européens, auraient déclaré, voilà une attitude typiquement européenne. Ils ne font rien, ils restent là sans rien faire, ils nous laissent tout le travail. Donc si nous n'avions rien fait, cela aurait probablement été pire. Ce que les Européens ont essayé de dire, c'est « Écoutez, nous pouvons agir, nous avons des forces, nous sommes prêts à les utiliser, mais nous ne savons pas dans quel but les utiliser. Lorsque nous verrons à quoi pourrait ressembler un accord ou un cessez-le-feu, alors nous pourrons envisager ce que nous pourrions faire. L'armée ne peut pas être activée ou désactivée à volonté. Une planification est nécessaire, surtout pour coordonner plusieurs armées. Dans ce cas, il s'agit d'au moins 25 États, y compris non seulement les Européens, mais aussi l'Australie et peut-être la Nouvelle-Zélande, voire même le Japon. Il y a d'autres pays qui disent qu'ils pourraient contribuer à cela de différentes manières. Donc, même si cela semble très nébuleux pour le moment, l'instrument militaire est toujours nébuleux, jusqu'à ce que vous lui donniez une mission, jusqu'à ce que vous lui disiez ce que vous voulez qu'il fasse. Et donc, cette coalition des volontaires, c'est une série d'exercices de planification où différents pays disent
En théorie, nous pourrions fournir des avions, du transport ou des troupes au sol. Mais tant que nous ne savons pas ce qu'on va nous demander de faire, nous n'allons pas nous engager à quoi que ce soit de manière raisonnable. Nous tournons en rond. La semaine dernière, nous avons assisté à la 8e réunion de la coalition des volontaires. Ils ont commencé. Je crois que c'était le 2 mars et c'était la 8e réunion. Et d'une certaine manière, ils tournent en rond, attendant que les États-Unis produisent quelque chose, ou qu'ils s'en aillent. Je pense désormais que les États-Unis vont partir. Mais nous en sommes maintenant à un point où soit Trump est prêt à parler à Poutine et à trouver quelque chose qui dira « voilà, c'est ça, c'est l'accord ». Comment pouvons-nous maintenant garantir la sécurité de cet accord? D'accord, nous avons ceci, ceci, ceci et cela. Nous le planifions depuis plusieurs mois. C'est comme un puzzle. Nous allons assembler les pièces pour obtenir l'image que vous souhaitez. C'est la version optimiste que tout cela n'a été qu'un exercice de planification en vue d'une sorte de résolution ou au moins d'un accord pour faire quelque chose. Je pense que nous tournons en rond car rien ne va se passer. Le président Trump essaie de sortir de cette guerre en zigzagant. Et une partie de cela, le processus de création de cette coalition de volontaires vise à éviter que Washington ne blâme les Européens et les Ukrainiens lorsque cela ne fonctionnera pas. Nous savons que l'administration Trump soutient davantage Poutine sur ce sujet. Steve Witkoff reprend presque mot pour mot les arguments de Poutine. Il répète sans cesse le discours russe et Trump, nous le savons, écoute Witkoff. Donc Witkoff assiste à ces réunions à Moscou et rencontre Lavrov et Poutine. Il n'y a que l'interprète russe dans la pièce, une personne du ministère russe des Affaires étrangères. Il s'assoit, sans prendre de notes, parle, écoute, puis repart en disant « Je pense qu'il pense ceci ou cela ». Cela peut convenir aux affaires, mais en diplomatie professionnelle, c'est du pur amateurisme. Et donc Witkoff repart avec une version russe de ce qu'est l'argument, de ce qu'est la vérité. Les États-Unis partagent ce point de vue et estiment que la Russie est en train de gagner la guerre et qu'en l'absence d'accord de paix, elle l'emportera militairement. Les Ukrainiens doivent donc trouver un accord avant que la situation ne se dégrade. Et ce n'est pas l'évaluation des renseignements des Européens. Et je peux vous assurer que ce n'est pas non plus l'évaluation des renseignements des Ukrainiens. Ils connaissent les faiblesses des Russes, et avec un peu plus d'aide, ils pourraient faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est ainsi qu'ils voient les choses.